Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes évidemment très heureux de vous accueillir si nombreux dans cette belle salle des conférences du Château de Blois pour cette table ronde qui saura, je l'espère, vous tenir éveillés à l'heure de cette pause post-déjeuner avec une conférence qui vous paraîtra peut-être paradoxale dans son thème, puisque, vous le savez, le thème de l'année, la France, semble à première vue laisser sur le bord de la route non seulement les historiennes et les historiens de l'Antiquité, y compris tardive, mais aussi une partie au moins des historiens du Moyen-Âge. Mais les spécialistes des périodes hautes peuvent malgré tout se faufiler dans cette 28e édition des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, à la faveur du point d'interrogation qui accompagne le thème, et par le biais de la question de la France d'avant la France, des Français d'avant les Français, et des origines de la nation, qui est évidemment une question centrale et fondamentale. Une question qui est centrale pour l'historien, bien sûr, et si vous avez parcouru les allées du Salon du Livre, vous avez pu constater que pour qui écrit ou qui coordonne une histoire de France et sa publication, ce qui est un genre d'ailleurs à part entière, il y a toujours une difficulté première, primordiale, qui est celle de fixer un point de départ. Et les solutions que vous trouverez dans ces diverses séries sont très diverses. Elles sont même d'une extrême variété, puisque on pourrait aller de la préhistoire éventuellement, si on retenait les premiers occupants du territoire de la future France métropolitaine, en passant par les Gaulois, bien sûr, ou autour de 500 avec le baptême de Clovis, ou encore avec l'apparition de la Francie occidentale et orientale au IXe siècle, et bien plus tard, si c'est la naissance du sentiment national qu'on cherche à situer. Mais surtout, elle est centrale, cette question, on le sait, bien au-delà du cercle des historiens, cette quête des racines de la France, en quelque sorte, une France du fond des âges, pour parler avec le général de Gaulle, ou d'une France éternelle. Tout cela conduit à l'élaboration d'un récit qu'on a appelé le roman national, qui est construit et qui est surtout mobilisé de manière très diverse selon les périodes et selon les contextes. Alors, dans cette quête, on le sait, les récits désignent deux peuples de barbares fondateurs, si on peut dire, comme des ancêtres obligés. Et il s'agit d'une part, bien sûr, des Mérovingiens et de la dynastie des Francs, de manière presque naturelle, si j'ose dire, puisque on leur doit le nom de notre pays. Mais plus tard, et on va le voir immédiatement avec nos invités, s'impose en réalité un récit concurrent qui va promouvoir en quelque sorte les Gaulois comme préfiguration des Français. C'est d'ailleurs un mythe qui est assez présent dans le débat public à toutes les périodes, y compris récemment, très récemment. Alors les moins jeunes d'entre nous se souviendront de l'affirmation de Nicolas Sarkozy en 2016, selon lequel dès que l'on devient français, nos ancêtres sont gaulois, ou bien sûr, sur un autre registre, les Gaulois réfractaires d'Emmanuel Macron. Et c'est bien cette expression, finalement, nos ancêtres les Gaulois, qui a longtemps résumé et cristallisé les origines de la nation. Alors, bien sûr, depuis plusieurs décennies, et c'est heureux, les historiens de toute période questionnent ces conventions, ces présupposés et ces images d'Épinal. Et je citerai à titre d'exemple, mais il y en a énormément d'autres, l'ouvrage de Jean-Paul Demoule intitulé « Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises ». Et il nous a semblé intéressant finalement de revenir sur cette fabrique des ancêtres, sur le cheminement historiographique, les constructions de ces mythes gaulois et francs, des origines de la nation, qu'il faut prendre au sérieux comme expression du temps qui les a produits, mais qu'il fallait aussi s'attarder sur la manière dont les historiennes et les historiens aujourd'hui, mais aussi les archéologues, les anthropologues et bien sûr les historiens du monde contemporain, les déconstruisent et se saisissent bien sûr de ces questions pour renouveler assez profondément d'ailleurs notre regard et nos approches. Alors, pour parler de ces thématiques, aujourd'hui, autour de cette table, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir 4 éminents spécialistes de ces questions. Alors, je commencerai par mon voisin de gauche, Dominique Garcia, donc président de l'INRAP, l'Institut national des recherches archéologiques préventives, qui est archéologue et professeur d'archéologie à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste des sociétés
proto-historiques en Méditerranée. Et parmi ces nombreux ouvrages, je ne citerai que ceux qui sont le plus directement en lien avec le thème, et aussi les plus récents. Je cite, on en reparlera, le très bel atlas archéologique de la France, et en parallèle, le livre bref mais dense, Les Gaulois à l'œil nu, paru à CNRS Éditions. Mais on me dit dans l'oreillette qu'une histoire mondiale des Gaulois est en cours de préparation. Alors, nous accueillons aussi Sylvain Venner, et je passe à la diapositive suivante, professeur en histoire contemporaine à l'université Grenoble-Alpes, grand spécialiste précisément des débats historiographiques relatifs aux origines de la France et notamment à l'élaboration du mythe gaulois, notamment au XIXe siècle d'ailleurs, et il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet. Donc, vous avez ici quelques images des couvertures, donc les origines de la France, et donc en deux versions, si j'ose dire. La plus récente est d'ailleurs sur la table, il pourra vous la montrer. Et puis aussi une participation donc, à l'histoire dessinée de la France avec Étienne Davodo, donc la balade nationale pour le volume consacré aux origines. Alors, nous accueillons aussi Caroline Michel-Danoville, qui est professeure d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge à Sorbonne Université, et notamment spécialiste des questions d'image, de transmission de ces images dans l'Antiquité et au-delà. Elle a travaillé tout autour du bassin méditerranéen et elle dirige actuellement la mission archéologique française à Haïdra, en Tunisie. Mais elle travaille aussi beaucoup sur les Gaules tardives, en particulier sur Vaison-la-Romaine, avec un ouvrage en préparation sur ce sujet. Elle est également présidente de l'Association pour l'Antiquité tardive et dirige la bibliothèque d'Antiquité tardive. Et enfin, qui vient d'arriver malgré un problème de train, ce qui est une grande joie pour nous, donc de l'avoir avec nous dès le début des débats. Sylvie Joie, professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle est spécialiste de l'Occident du Haut Moyen-Âge. Elle s'intéresse plus particulièrement aux questions de famille et de parenté. Notamment, elle a travaillé sur le couple dans le monde franc. Elle a une très riche actualité éditoriale, puisqu'elle est l'auteur cette année même d'un Que sais-je sur les Carolingiens, de la coordination d'un ouvrage sur l'histoire de l'Europe, donc la naissance de l'Europe. Et puis, là, c'est encore à paraître, me semble-t-il, le dernier, celui que vous voyez à droite. C'est une parution donc, qui aura lieu en novembre 2025 sur les lois barbares. Donc, elle est spécialiste de toutes ces questions, mais a participé, elle aussi, peut-être on en parlera à la fin de la table ronde, à l'histoire dessinée de la France. Et donc, de ce point de vue-là, elle pourra enrichir le point de vue qui consiste à interroger finalement la mise en image à côté de la mise en récit, bien sûr, de ces périodes les plus anciennes. Alors, je leur remercie bien sûr toutes et tous très chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette table ronde et de nous aider à décrypter ces imaginaires collectifs et leurs enjeux actuels. Alors, entrons dans le vif du sujet avec un premier questionnement sur l'identification finalement de ces ancêtres, finalement. La recherche de ce qui fait leur identité aussi. Alors, Gaulois ou Francs, Gaulois et Francs, Gaulois contre Francs, si on peut dire les choses ainsi. Que recouvrent ces dénominations finalement et à quoi servent-elles? Alors, même si chronologiquement ils sont postérieurs, ce sont les Francs en réalité qui s'imposent en premier lieu comme les glorieux aïeux, et les raisons en sont évidentes, je les ai rappelées tout à l'heure. Et donc, je donne la parole tout de suite à Sylvie Joie pour lui demander finalement comment se construit cette identité franque et comment on les présente dans l'historiographie sur le temps long comme les ancêtres des Français. Merci Emmanuel. Effectivement, les Francs sont ceux qui donnent leur nom puisqu'ils vont être rois des Francs à partir de 481 avec Clovis et très longtemps
sont des rois des Francs que l'on va retrouver jusqu'à Philippe Auguste. Et petit à petit, l'idée de la France elle-même va dériver au final de ce nom des souverains. Souverains qui sont des barbares parmi d'autres, et des barbares pour qui la référence, ce sont les Romains à leur époque, et justement ces lois barbares sur lesquelles j'ai travaillé. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a un grand terreau romain. Il y a déjà eu une romanisation importante de ces Francs, et plutôt que barbares, souvent on parlait de post-romains, et les Francs eux-mêmes apparaissent comme une partie de ces personnages qui vont être effectivement l'objet, surtout à partir du 19e siècle, d'un héritage qui va être réclamé à la fois en France et en Allemagne. En France, d'abord, il y a eu le problème de voir si les Francs étaient à l'origine de tous les Français, justement. Et avant la Révolution française, d'abord pour valoriser la noblesse, on a eu toute une série d'historiens qui mettaient en avant, face au roi, le pouvoir des nobles, le pouvoir du Parlement, vont dire que les Francs ont donné naissance aux nobles, et que les Gaulois, eh bien, c'est le peuple, et ils sont dominés parce que, ma foi, ils ont perdu. Et donc là, c'est vrai qu'on oppose les Francs et les Gaulois, et on retrouve ça dans le rejet, justement, cette noblesse qui doit retourner d'ici dans les forêts de Franconie. Et donc les Francs, justement, ne sont plus les Français, et c'est vrai qu'on va mettre en avant les Gaulois après la Révolution, et ensuite, bien sûr, encore beaucoup plus sous le Second Empire, par rapport aux Francs, qui sont donc assimilés plutôt aux Allemands, au final. Après, il y a un autre héritage, et on va le voir, il y a Amédée Thierry qui travaille sur les Gaulois, et de l'autre côté, Augustin Thierry, son frère, qui écrit le récit des temps mérovingiens en 1840, et qui montre bien que ce sont justement d'affreux barbares. Il met des K partout dans leur nom. Et donc les Gaulois sont clairement déjà plus valorisés à ce moment-là comme étant à l'origine des Français, pardon. Et après, il y a un autre héritage qui est celui de l'idée de Clovis, qui est baptisé. Alors là aussi, à relativiser. Certes, il est le premier de ces barbares baptisés catholiques, mais ils étaient déjà à peu près tous chrétiens, et il était un peu le dernier. Mais c'est vrai qu'il va y avoir, avec tous les anniversaires qui sont faits en 1896, etc., le retour de Jean-Paul II en 1996 à Reims aussi, cette idée d'un lien particulier entre les Francs et les Français, à cause aussi d'une historiographie catholique qui est importante au XIXe siècle, et dans le XXe siècle aussi encore en partie. Oui, et qui nourrit cette idée finalement de la France fille aînée de l'Église. Et donc, évidemment, c'est un trait d'union extrêmement important. Mais alors, effectivement, tu viens de dire, ce sont après les Gaulois qui vont être promus. Alors, donc, je passe la parole à Sylvain qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Alors, à quel moment, finalement, les Gaulois, en quelque sorte, remplacent, si on peut dire, les Francs, ou en tout cas, ont une primauté par rapport aux Francs, et dans quel contexte? Bon, c'est un héritage de la Révolution, mais ça a ensuite une vie, soit Troisième République aussi, beaucoup. Oui, et si on veut raconter cette histoire simplement, parce qu'en fait c'est une histoire malgré tout très complexe, parce que c'était aujourd'hui on les trouve un peu ridicules, ces savants des 18e et 19e siècles avec leurs a priori, mais c'était quand même des gens qui lisaient les sources, qui savaient énormément de choses. Donc on peut partir, et comme je vois qu'il y a pas mal de jeunes ici, des lycéens, je vais essayer d'expliquer ça simplement, parce que je pense que quand on arrive à expliquer des choses simplement à des lycéens, c'est en fait le plus dur effet. On peut l'expliquer simplement à tout le monde. On peut partir de la couverture de ce livre, mais je vous la montre là-haut. C'est un dessinateur de bande dessinée qui a, à l'occasion de la sortie en poche, proposé une illustration de cette question-là. Il a dessiné un personnage contemporain. Il est tellement contemporain qu'il roule sur une trottinette électrique et qu'il a un sac en bandoulière. Et il lui a fait une tête de Gaulois. Une tête de Gaulois comme on se les représente au 19e siècle, c'est-à-dire avec des moustaches, des cheveux longs, un casque dont on sait aujourd'hui qu'il n'est pas du tout gaulois, mais je laisserai les archéologues en parler autour de cette table. C'est une erreur de datation puisqu'on trouve des casques comme ça en Normandie dans les années 1830, je crois. Des casques qui datent de l'âge du bronze. Et comme à cette époque-là, on est passionné par les Gaulois, on se dit que ça doit être des casques gaulois et on en met sur toutes les têtes de Gaulois, depuis la peinture du 19e siècle jusqu'au paquet de gauloises, les cigarettes, jusqu'à Astérix, quoi.
Et le dessinateur fait un choix que j'ai trouvé astucieux, c'est-à-dire qu'il a dessiné ce petit personnage dans le sens inverse de la lecture. C'est-à-dire que c'est sur sa petite trottinette électronique, il n'avance pas dans le sens dans lequel on lit, mais il recule. Enfin, lui, il avance, mais en fait, pour nous, il recule. Et c'est exactement comme ça qu'on se représente les Francs et les Gaulois depuis qu'ils sont devenus des sortes d'ancêtres. Alors, ils le sont devenus en 2 temps, pour faire simple. En gros, avant la Révolution, c'est ce que Sylvie Joie a expliqué, c'est-à-dire que toute une partie de la noblesse qui est opposée au pouvoir du roi, qui veut récupérer une partie de ses prérogatives, dont elle sent que, en fait, à partir de la monarchie absolue, le roi lui a piqué tous ses pouvoirs, explique que, en fait, le roi, ce n'est jamais qu'un noble parmi les autres, et qu'à l'époque des Francs, on choisissait le roi parmi les assemblées des Francs, et il faut redonner du pouvoir à la noblesse. Et en face de ça, il y a tous ceux qui vont, au contraire, défendre l'idée que ça ne s'est pas passé comme ça, que le roi, en fait, est le dépositaire via le baptême de Clovis en particulier, de la dignité romaine, et donc de ce qui était impérial dans Rome. Et donc ces deux conceptions s'opposent, et les Gaulois, ils intéressent les savants depuis assez longtemps, depuis le XVIe siècle. On s'intéresse en réalité à l'Antiquité gauloise, mais simplement, personne ne songe à en faire les ancêtres. Pour qu'on puisse songer à en faire les ancêtres, il faut qu'il y ait ce débat entre des nobles qui contestent le pouvoir du roi et qui, pour ça, disent « on descend des Francs », et une opposition en face, qui est celle de ceux qui vont expliquer que le roi dépend, lui, au contraire, de l'Antiquité romaine. Et c'est dans ce coin-là que vont rentrer tous ceux qui vont dire, comme l'abbé Sieyès au moment de la Révolution, que le peuple, lui, il était déjà là. C'était un peuple qui avait été romanisé, de fait, donc qui avait accédé à une forme de civilisation. Le mot devient très important à cette époque. Et que cette forme de civilisation, elle était là avant les barbares francs, qui débarquent avec toute leur brutalité. Au lendemain de la Révolution, et c'est là que ça va devenir vraiment très très important, c'est le 2e temps, au lendemain de la Révolution, les historiens, et de façon plus générale, une grande partie de la société française, cherchent à écrire, à penser, non plus l'histoire de ces dynasties de nobles et de princes qu'on essaie de contester, mais l'histoire du peuple lui-même. Et si on veut faire l'histoire du peuple lui-même, disent ces historiens, il faut faire l'histoire d'abord de la majeure partie du peuple. Et la majeure partie du peuple, aux temps anciens, c'était pas des Francs. C'était les gens qui habitaient sur le territoire qui étaient là avant les Francs. Donc ce sont les Gaulois. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va essayer de façon extrêmement différente, ça dépend des gens, essayer de produire une histoire de France qui remonte aux origines, et tous ces ancêtres, tous ces historiens qui, depuis le XVIe siècle, s'étaient intéressés aux Gaulois, on va récupérer leurs travaux. Alors, ces gens qui vont nous dire, parce qu'ils ont lu les commentaires de César sur la guerre des Gaules, que les Gaulois, ce sont des gens braves, mais querelleurs, batailleurs, ils vont en faire non pas seulement l'essence des Gaulois tels qu'ils pouvaient exister à l'époque de César, mais l'essence du peuple français. Et on va se retrouver avec tout un tas de caractéristiques qui vont nous identifier, nous, Français, à partir de racines gauloises. Ça pourra même prendre des proportions un peu tragiques, puisque assez rapidement, et là encore, ça dépend des savants et ça dépend des moments, mais assez rapidement, on va essayer de penser une race gauloise, en quelque sorte. C'est-à-dire ces gens qui habitaient la Gaule avant qu'elle soit conquise par Rome et qui étaient immensément majoritaires, ils ont laissé des traces dans la population jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour s'arrêter vers cette époque-là, parce qu'après, il y aura une autre chose qui jouera énormément, ce sera les luttes contre l'Allemagne à partir de 1870. Oui, bien sûr, on en reparlera aussi dans ce débat, finalement aussi romain-germain, qui est d'ailleurs extrêmement important. Si cette présentation des Francs et des Gaulois, ou des Gaulois comme ancêtres et comme préfiguration des Français n'est possible, c'est parce qu'on les appréhende en définitive comme des entités cohérentes, voire unies,
alors qu'en réalité, si on suit les travaux les plus récents, c'est une unité qui peut apparaître à bien des égards largement factice. Et donc, quand on lit Ernest Lavis, père du roman national, dire le temps où notre pays s'appelait la Gaule, il pose vraiment une équivalence, une continuité entre les deux comme une évidence. Mais voilà, pour que cette évidence fonctionne, il faut encore considérer la Gaule ou les Francs comme des entités cohérentes et finalement déjà une forme de nation gauloise. Alors je me tourne vers Dominique Garcia. À qui doit-on finalement cette idée d'une Gaule unie, ou en quelque sorte, enfin, ou appréhendée en tout cas comme une entité cohérente, et que doit-on en penser? Merci. Je crois que dans les propos de Sylvain, il y avait une phrase qui disait tout. Il a dit, à propos des Gaulois, ils étaient déjà là. Et donc, on les présentait presque à plat, comme une strate, comme une couche, et même en disant c'était à l'origine, c'était des autochtones. Donc, pendant longtemps, on a cherché qui y avait avant les Francs, qui donc effectivement étaient identifiés à l'aristocratie. On a dit le peuple, c'est les Gaulois, et les Gaulois étaient de tout temps ici, ils étaient chez eux. C'est une strate. Quand aujourd'hui, alors la réalité, Emmanuel dit la réalité est en train de se construire, parce que ce qu'on dit aujourd'hui, nous, historiens, archéologues, d'autres le diront mieux plus tard parce qu'ils auront des sources complémentaires, et d'autres avant n'ont pas dit que des bêtises. Mais voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à ces Gaulois? Premièrement, oui, c'est pas totalement faux. Notre pays aujourd'hui, tel qu'on le dessine, en enlevant les Outre-mer et en enlevant la Corse, ce qui est pas très gentil, c'est grosso modo ce qu'on pourrait appeler la Gaule. Donc ça, c'est pas totalement faux. À part il faut imaginer qu'il y avait une partie des tribus gauloises qui ne sont pas dans nos frontières actuelles. Il y en avait un petit peu dans le nord de l'Italie, il y en avait en Suisse, il y en avait en Belgique, il y en avait au Luxembourg. Et donc, toute la France ne contient pas tous les Gaulois, et tous les Gaulois ne sont pas français. Donc ça, c'est déjà un petit élément à mettre en place. La deuxième chose qu'il faut avoir, comme je dis qu'on les a mis à plat, c'est un problème de strate. Si on parle des Gaulois, et si on s'est attribué, ou on a attribué au peuple l'identité de Gaulois, c'est parce qu'en fin de compte, c'est la première population qui est citée. Donc c'est lié à des archives. On ne connaissait pas le nom que se donnaient entre eux les populations du Paléolithique, les premiers peuplements de la France, le nom que se donnaient les populations du Néolithique, et à un moment donné, on sait qu'il y a des gens qu'on a appelés les Gaulois. Et je dis bien qu'on a appelé les Gaulois. Parce qu'en fin de compte, si on utilise le terme de Gaulois pour dire c'est la strate, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, notamment qui s'appelle César, qui intervient dans ce pays-là pour le conquérir, et qui donc va à la fois nommer les populations, ou dire de manière assez honnête, César dit, ces gens-là qui dans leur langue s'appellent Celtes et que nous on appelle Gaulois. Donc déjà, il nous donne une petite profondeur, César, en disant ces gens-là, entre eux, s'appelaient Celtes, et nous, on les appelle Gaulois. Ça, c'est la première chose qu'il nous donne. La deuxième chose que fait César, et que Christian Goudineau a bien démontré, c'est que César, quand il vient en Gaule, il va intervenir dans un pays pour le conquérir, dans un espace, pardon, pour le conquérir, et en bon militaire, il va essayer d'en définir les limites. Et c'est facile pour la Méditerranée, c'est facile, tant plus que les Romains étaient déjà là, c'est facile pour l'Atlantique et pour la Manche, c'est facile pour les Alpes, mais c'est beaucoup plus dur pour les frontières du Nord-Est. Et donc, Goudineau nous dit que César est le premier à mettre une limite de la Gaule sur le Rhin, et que cette limite sera artificielle. C'est un terrain de bagarre. Il dit jusque-là, moi, je vais me battre. Jusque-là, je vais essayer de conquérir. Et donc, il dessine la Gaule. Donc, vous voyez un petit peu déjà César qui dessine les limites de cet espace qui va être la France. Pour rester sur César, c'est un militaire. Et donc, quand il va décrire les Gaulois, c'est pas un anthropologue, c'est pas un historien savant, ce qui est déjà pas mal quand il décrit les peuples, les paysages et leur manière de vivre, mais il n'est pas là pour vanter les mérites, d'autant plus que ce qui forme la guerre des Gaules, vous le savez, ce sont des rapports militaires qu'il envoie au Sénat
pour à la fois se glorifier, mais également pour demander des hommes et de l'argent pour pouvoir se battre. Donc, il n'a pas intérêt à dire « je suis en train d'envahir des gens savants, sympathiques, cultivés, etc. » Il a tendance un petit peu à les mettre comme étant des barbares, et puis il en rajoute un petit peu sur le côté bagarreur, parce que quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous, vous avez tendance à être un peu belliqueux, quoi. Bon, il suffit de regarder l'actualité, de voir comment certains se parlent au sud ou à l'est ou bientôt ici, et pour savoir qu'effectivement, quand on s'affronte, on ne vante pas les aspects culturels, la littérature que les Gaulois n'avaient pas, la peinture ou la sculpture, mais on regarde ces petits faits qui vous frictionnent, qui vous agacent un petit peu. D'où le côté bagarreur, brave, etc., rebelle, qui est lié à ce que l'on peut voir à travers César, qui n'est pas faux, parce que lui, il le voit comme élément militaire. Et ensuite, il y a la vraie question d'Emmanuel auquel il faut que je réponde, c'est l'unité de la Gaule. Alors ça, c'est évident, il n'y a jamais eu d'unité de la Gaule, ou alors paradoxalement, c'est quand les Romains interviennent dans le sud qui font une première unité en créant la Provincia, et ensuite, quand le reste de la Gaule aura été quasiment conquis en 52-51, où là, à ce moment-là, l'espace conquis prendra une unité parce qu'il sera sous domination romaine. Mais avant, on n'avait pas un pays avec des limites un espace bien délimité, on avait en gros une soixantaine de peuples dont on connaît le nom, et qui faisaient une sorte de mosaïque d'une population qui était unie par la langue. Aujourd'hui, on le sait, parler une langue qui était commune, qui avait effectivement des traits culturels, des religions, des pratiques religieuses qui étaient proches. Donc, il y avait une unité culturelle, religieuse, mais il n'y avait pas d'unité politique. Dernier élément qui me semble avoir du sens, toujours pareil pour repartir à la notion de strate et de couche, c'est qu'on parle des Gaulois comme s'ils étaient à la base. Toujours parce qu'on est dans la notion du roman national, du mythe, de l'origine. Alors ça, c'est un petit clin d'œil oublié, mais l'origine, si vous prenez l'anagramme de l'origine, ça fait religion. C'est rien de scientifique, c'est rien d'historique. Chercher l'origine d'un peuple, c'est imaginer qu'un peuple autochtone, au sens strict du terme, en grec, sorti de la terre. Or, c'est pas le cas. Toutes les strates avant les Gaulois existaient, et notre pays est constitué d'arrivées de populations anciennes d'Afrique, ensuite au néolithique de populations qui arrivent du Proche-Orient, ensuite de populations de l'Est à l'âge du bronze, et donc on est constitué de strates. Et les Gaulois sont les premiers à être nommés. Et cerise sur le gâteau, Gaulois, ça ne veut rien dire en latin. En revanche, en gaulois, ça veut dire quelque chose. Gaulois, ça veut dire gaillard, costaud, brave. Et c'est ainsi comme cette manière-là dont se nomment les peuples quand on leur demande, plutôt que de dire je suis rabougri, chauve et teigneux, bah, ils disent je suis costaud et brave. Donc, les Gaulois s'appelaient les braves entre eux. Mais avec une petite nuance. Les Gaulois qui s'appelaient les braves étaient peut-être pas tous nos Gaulois. C'est les Gaulois que rencontrent les Romains. Donc le paradoxe, c'est quelque chose que je lance comme ça, comme un élément de réflexion, il est fort probable que ces Gaulois qui s'appelaient les Braves étaient une de ces tribus, et probablement une tribu qui était en Italie du Nord, paradoxalement. C'est-à-dire une des premières qu'ont rencontré les Romains, en venant dans le territoire qui est aujourd'hui la France. Ils sont arrivés chez ces barbares, ils sont discutés, si on peut dire, je résume, avec ces populations-là, qui leur ont dit, nous, on est des Gaulois, et donc, pour quelqu'un comme ces Romains, bah, à partir du moment où vous arrivez dans une région avec des gens qui ne parlaient pas la même langue qu'eux, et qui se nommaient les Gaulois, ils ont eu tendance, ensuite, à en transporter et à transférer ce terme de Gaulois sur tout le reste de l'espace gaulois. Donc, en résumé, si je peux me permettre, les Gaulois n'existaient pas. On ne naît pas Gaulois, on le devient, et on le devient paradoxalement par sa nature propre, mais par la vision qui sera portée par l'extérieur. Les Romains arrivent, comme nous, un petit peu, enfin nous, pardon, c'est prétentieux de ma part, quelqu'un qui sait pas nager. Quand on est allé en Amérique et qu'on a dit les populations, on se croyait être en Inde, on dit ce sont des Indiens. Et à ce moment-là, les gens n'étaient pas des Indiens, mais ils sont nommés Indiens. Et par contre, comme ils sont nommés Indiens, cette identité, au bout d'un moment, ils se l'approprient. Donc les Romains éclairent cette partie du continent européen. Ils la nomment la Gaule et ils la définissent comme terrain de bataille. Ensuite,
il dénomme les Gaulois l'ensemble des tribus dont on tournait les noms, les Parisis, les Éduins, les Cadurques. Grosso modo, 1 ou 2 départements actuels formaient une de ces tribus. Et puis, il les nomme Gaulois, parce que ce qui les intéressait, c'est pas de faire de l'ethnologie, mais c'était d'envahir le pays pour les ressources propres qu'ils portaient. Merci beaucoup. Donc effectivement, une 60aine de peuples, 4 provinces romaines qui s'appellent toutes Gaules quand même s'il y a effectivement une pluralité de provinces. Donc, et du côté des Francs, une grande diversité, une grande pluralité aussi de royaumes, de tribus, et d'ailleurs de tribus germaniques en définitive. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les sources pour, notamment les sources juridiques ou d'autres sources qu'on peut mobiliser pour essayer de voir comment se fait, si j'ose dire, le dosage entre finalement l'héritage romain et puis une identité germanique qu'on cherche dans ces sources. Oui, ce qui est amusant, c'est qu'il y a exactement la même chose pour les Francs que pour les Gaulois. De la même façon, l'historien Patrick Guéry a dit que la plus durable création de l'Empire romain, c'est peut-être la Germanie, parce qu'effectivement, de la même façon, il n'y a pas d'écriture ou très peu d'écriture de ces populations germaniques. Ils sont nommés, là aussi, leurs noms apparaissent chez les auteurs romains au moment de les affrontements avec ces personnages. Et donc, ce sont eux qui vont aussi sortir les noms. Et là aussi, les Francs, ce sont les braves, les courageux. Les Alamans, Alemanneurs sont tous les noms. Et ce que voient les historiens aussi de cette époque, c'est que ce sont des confédérations au final qui se sont faites petit à petit dans le combat contre Rome pour essayer de s'affirmer, d'entrer dans l'Empire, d'avoir des relations particulières. Et il y a ce mouvement de va-et-vient où ces populations au contact de Rome vont avoir des chefs qui sont de plus en plus romanisés et qui vont utiliser le latin. Effectivement, quand il va y avoir des royaumes à proprement parler qui se mettent en place, effectivement, on a plusieurs, en réalité, groupes de Francs. Vous avez les Francs qu'on dit Francs saliens, qui vont mettre par écrit la loi, alors la loi qu'on va appeler loi salique, l'ex Salica, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle la loi salique au XIVe siècle. La loi salique, c'est vraiment un tarif, comme sont toutes les lois de l'époque, un tarif qui revient sur des crimes et des peines qui leur sont associées, surtout des compositions sous forme, évaluées sous forme monétaire, même si on peut payer en réalité sous forme de cheval, d'épervier, etc. Tout ça est bien expliqué dans les lois. Vous avez donc ces Francs saliens. Il y a là-dedans un petit article qui explique qu'il y a un type de terre dont on ne sait pas ce que c'est, qui est la terre salique. Alors sans doute une terre qui venait de terre que le roi avait récupérée de l'empereur romain quand il, à partir de Clovis, a eu un royaume qui est réellement un territoire, puisque ces rois, ils sont déjà rois avant la fin de l'Empire romain en Occident. Avant, en 476, on dit que ce sont des rois fédérés. Ce sont des rois qui ont fait un accord avec l'empereur romain, accord pour se battre contre d'autres barbares qui mettent en péril l'Empire. Et donc l'empereur romain, à partir de 418, a installé aussi des populations à l'intérieur de l'Empire, et notamment en Aquitaine, en 418, des Goths. Et donc ces personnages sont déjà des rois, ont déjà des noms de peuples, et notamment les rois des Francs, avant que le royaume des Francs n'existe. Et tout cela existe parce qu'il y a relation avec l'Empire romain qui, là aussi, a nommé ces groupes et même les a suscités au final, parce que ce sont surtout des groupes armés avec des élites qui sont autour du roi. Et là aussi, est franc celui qui est fidèle au roi. Et donc, là aussi, ce n'est pas biologique, ce sont des choses qui sont construites socialement de façon très, très claire. Et quand on va avoir des sources sur ces personnages, ce sont des sources en latin, des sources, les lois en particulier. La loi permet d'affirmer l'existence d'un royaume. Le royaume des Francs saliens, le royaume des Francs ripuaires, qui sont sur la rive du Rhin, très vite récupérés par Clovis, et les Francs là aussi vont largement aussi dépasser ce qu'on appelle les frontières de la France aujourd'hui. Donc plusieurs groupes effectivement de Francs, des Francs qui vont, pour exprimer leur autorité, utiliser la langue des Romains, le latin, et des sources forcément qui vont décrire ces personnages. Personnages comme entrants, évidemment, une des grandes questions sur les Francs et sur les barbares, c'est celle des migrations.
Alors, on a arrêté de faire des grandes flèches pour expliquer que les populations venaient, et là aussi, eux aussi, ont raconté de façon glorieuse la façon dont ils sont arrivés. Hein, donc, ils seraient venus de Scandie, donc on s'est dit que c'était peut-être la Scandinavie. C'est là qu'après, vous avez la reine Christine à l'époque moderne, hein, qui met en avant le fait qu'elle est reine des Goths. Il y a toute une série de recherches au XVIIIe siècle sur le fait que les Suédois sont un peu à l'origine de toute l'Europe. Ce sont des Goths. Bon, ce sont des choses qui ont été construites là aussi, en partie avec des références venues de la Bible, parce que tout ça est écrit quand ces barbares sont chrétiens, et puis sont venus de l'ethnogénèse gréco-romaine et l'idée des peuples du Nord qui sont différents, qui sont, etc. Et cette question de civilisation dont a parlé Sylvain, qui devient très importante au XIXe siècle, c'est de cette façon-là qu'on l'a dit, voilà, ces barbares qui sont arrivés, ils sont entrés en contact avec la civilisation. Ces migrations, il y a eu l'idée de migration qui était peut-être massive, et l'idée d'une arrivée dans l'Empire. On est revenu sur ces questions-là, et depuis les années 1970, hein, vraiment, c'est plus la façon dont on l'envisage. Ce qu'on voit dans les sources, déjà, hein, ce sont des élites. Alors, dans les sources écrites, hein, des élites qui arrivent, qui ont effectivement des noms germaniques, qui vont avoir des fidèles, mais tout ça, on voit un grand mélange, fait qu'au 7e siècle, on ne parle plus des barbares et des francs. Hein, dans les royaumes des francs, jusqu'au 6e siècle, on dit qu'il y a des gens qui se sentent encore de droit romain, qui viennent de la noblesse romaine. Au 7e siècle, tout ça, c'est fini. On a le royaume des francs, en effet. Et puis, il y a aussi maintenant des études sur les migrations qui se font via les études génétiques, et justement, qui vont plutôt évaluer comment certains groupes élitaires qu'on peut retrouver dans des tombes ont pu se mouvoir ou pas. Et Patrick Guéry, donc je parlais tout à l'heure, sort un livre aujourd'hui. On est le 9 octobre aux éditions du CNRS sur comment la génétique réécrit l'histoire du Moyen-Âge. Et ce sont des choses qui sont toujours polémiques. Et en France, on a très tard, on est venu, mais il y a eu justement un accord tout à fait récent pour faire ce type d'études en France sur effectivement ce problème des gens. Est-ce que il n'y a pas de définition biologique de ce que sont les Francs? Mais c'est vrai qu'on peut voir maintenant ces élites qui se déplacent, voir des mariages préférentiels, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il y ait des migrations de masse en réalité. Merci beaucoup. Alors Caroline Michel-Danoville, donc quand on adopte le regard et la spécialité de l'archéologue, c'est cette culture matérielle finalement de ces périodes-là, elle nous en apprend beaucoup aussi sur cette grande diversité et sur ces échanges au long cours. Alors sur l'apprentissage, enfin ce que nous apprend l'archéologie, effectivement, il faudrait revenir en fait sur des tas de théories, revenir peut-être sur des théories qui réfléchissaient au rapport entre matériel et ethnie, donc revenir peut-être dans les années 30 et à Cossina. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance effectivement à réfléchir à ces royaumes, mais ou du moins à l'histoire politique, en calant en fait ce que l'on trouve pour évidemment apporter une solution, enfin comment dire un commentaire sur sur la politique, la société, et donc l'archéologue cherche à dater très précisément ce qu'il a, donc de façon à se caler au cadre historique. L'archéologie restant évidemment une discipline qui alimente l'histoire parce que c'est une discipline qui doit nourrir donc la connaissance des sociétés passées. Avec effectivement des périodisations qui s'harmonisent en définitive d'un champ à l'autre. Alors évidemment, qui parle de fabrique des ancêtres parle inévitablement de construction de figures emblématiques, de héros en quelque sorte, à même de condenser ou d'incarner les principaux caractères, les principales vertus, dans une perspective qui est d'ailleurs souvent édifiante, évidemment. Et on va donc aborder rapidement quelques-unes de ces figures emblématiques. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Vercingétorix, qui a bénéficié d'une exceptionnelle mise en récit et mise en image, et des représentations figurées frappent autant les esprits, et peut-être plus d'ailleurs que les longs développements, Sylvain.
Oui, merci. Et c'est d'ailleurs toujours une source d'étonnement de se demander pourquoi, une source d'étonnement qui nous vient du 19e siècle, Edgar Quinet disait déjà ça, pourquoi est-ce que les Français mettent tant d'énergie à entrer dans l'histoire par une défaite? Et ça a par exemple servi beaucoup la propagande coloniale, puisque à la fin du 19e siècle, même d'ailleurs assez tôt, en réalité, dès la seconde moitié du 19e siècle, on expliquait volontiers que ce que faisait la France en Afrique en particulier, ce n'était rien d'autre que ce que Rome avait fait avec la Gaule, et que finalement, de la même façon que les Français n'ont eu qu'à s'enorgueillir de l'apport de la civilisation romaine, les Africains n'auront qu'à s'enorgueillir de l'apport de la civilisation française, et on faisait d'Abdelkader, le héros de la résistance algérienne des années 1830-1840, un Vercingétorix arabe. Alors Vercingétorix, là on le voit dans le tableau sans doute le plus célèbre, le tableau de Lionel Royer de la toute fin du 19e siècle, qui impose un modèle, qui est encore le modèle sous lequel on le connaît. C'est cet homme qui, après la défaite d'Alésia, vient jeter ses armes aux pieds de César. C'est une image qui a été souvent reprise. Elle est reprise dans les manuels du Petit Lavis, qui l'explicite, puisque vous avez cette légende que vous avez sans doute eu le temps de lire, parce qu'elle était là tout à l'heure. Donc, César croyait que Vercingétorix allait le prier de ne pas le faire mourir, mais Vercingétorix était trop fier pour prier César. Il le regarda bien en face et ne dit pas un mot. Vous avez peut-être lu ça aussi dans le Bouclier Arverne, finalement, où Goscinny et Uderzo s'amusent de la scène, mais au fond, ne disent pas tellement autre chose, puisque Vercingétorix, en jetant ses armes sur les pieds de César, humilie le vainqueur. On retrouve ça ensuite dans l'histoire en bande dessinée, la grande histoire en bande dessinée des éditions Larousse dans les années 1970, où c'est à peu près la même légende que celle que Lavis reposait sur le tableau de Lionel Royer. Et on s'était posé la question de savoir comment est-ce que dans une bande dessinée aujourd'hui, avec cet auteur de bande dessinée dont je vous parlais tout à l'heure, là, Étienne Davodo, comment est-ce qu'on pouvait expliquer ce que ça signifiait, cette image qui avait comme ça plus d'un siècle de persistance rétinienne dans l'œil des Français. Donc, Étienne l'a redessiné et on a tenté d'expliquer ce que ça voulait dire. Toute l'image disait que le chef gaulois était fier et grand dans la défaite, plus que le vainqueur en réalité, comme les Français de la Troisième République auraient été fiers et grands dans la défaite face au Kaiser, c'est-à-dire le César, le Kaiser allemand, en 1871. Et il est vrai que si les premières occurrences de Vercingétorix datent du début du XIXe siècle, sa pleine gloire arrive après le Second Empire, qui commence à poser un peu les bases, mais au lendemain de la défaite. Et une question qui se pose quand vous présenter Vercingétorix aujourd'hui et que vous essayez de le redessiner, c'est quel visage vous allez lui donner à Vercingétorix dans le dessin. Là, Étienne a fait le choix de reprendre en réalité la gravure qu'il y avait dans les Lavis et sans lui donner de traits bien précis à Vercingétorix. C'est pourquoi? Parce que Vercingétorix, c'est très bien précis, on ne les connaît pas. La seule image qui puisse nous rappeler le visage de Vercingétorix, ce sont ces stataires, je laisserai Dominique en parler tout à l'heure, mais où il est écrit Vercingétorix, et vous avez un visage qui, d'une part, n'est pas ni moustachu, ni chevelu, et qui pourrait surtout être le visage d'à peu près n'importe qui. Donc moi, j'avais entendu dire que ça représentait Apollon, mais ça peut être quelqu'un. En tout cas, ça ne nous dit rien sur le visage de Vercingétorix. Or, nous, des représentations de Vercingétorix, on nous en impose très volontiers, comme celle qui se trouve à Sainte-Reine d'Alise, où là, on a un visage de Vercingétorix gravé par le sculpteur, enfin sculpté par André Millet. Et on peut être on est certain que c'est pas le visage de Vercingétorix pour deux raisons. D'abord parce qu'André Millet n'a jamais rencontré Vercingétorix, et ensuite parce qu'il a probablement donné à son Vercingétorix le visage du commanditaire de la statue, qui était Napoléon III. Il n'empêche que c'est bien cette image-là que par la suite on continue à voir depuis donc la fin du 19e siècle, et qu'on a vu encore très récemment, assez récemment, en une de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, mais disons que c'est plutôt un hebdomadaire qui va se situer à l'extrême droite éditoriale. Et vous voyez, il reprend le visage de Vercingétorix tel qu'il était dessiné par André Millet, c'est-à-dire probablement celui de Napoléon III, en poussant la trahison jusqu'à le représenter avec des yeux bleus et des cheveux blonds, ce que rien n'atteste
dans la réalité historique, mais qui évidemment signifie une représentation raciale, sinon raciste, de la nation. Du coup, avec Étienne, on s'était posé la question, on s'était dit, mais comment on va faire? Nos petits personnages, on voulait qu'ils rencontrent Vercingétorix, on voulait voir Vercingétorix, et finalement, comme il est question d'histoire de France, Vercingétorix leur pose un lapin, puisque Vercingétorix, l'histoire de France, ça ne le concerne pas du tout, en tant qu'individu. Et les personnages se retrouvent là, Michelet en particulier, le grand historien, qui aurait bien aimé rencontrer Vercingétorix et qui est obligé d'avouer personne ne saura jamais à quoi ressemblait Vercingétorix. Et je crois qu'aujourd'hui, on va se dire à des lecteurs qui peut-être n'y connaissent pas grand-chose, qu'en fait on ne sait pas à quoi ressemblait Vercingétorix, c'est plutôt une œuvre de probité morale et intellectuelle, plutôt que de leur représenter un Vercingétorix de convention qui pourrait même avoir les yeux bleus et les cheveux blonds. C'est plutôt une œuvre de probité morale et intellectuelle, parce que ça permet aussi par ailleurs, dans le reste du livre, de dire, là par contre, quand on vous montre quelque chose, ça on en est sûr. L'historiographie peut l'attester, ou l'archéologie. Dominique, est-ce que tu veux revenir sur la seule source de première main, apparemment, qui nous a été transmise, et qui serait cette... Peut-être, justement, par jeu, revenir sur la dernière image, et un archéologue, je vais faire en stratigraphie, comme ça, rapidement. Déjà, sur cette image, moi, effectivement, c'est la seule vraie chose sérieuse, c'est de dire qu'on ne sait pas, et qu'on ne peut pas le dessiner. Après, on l'aurait vu. Ou si même demain on trouve la tombe de Vercingétorix, qu'on arrive à connaître sa taille, son poids, l'âge au décès, on le sait à peu près, et qu'on arrive à faire de l'ADN, à la limite, qu'il ait les yeux marrons ou bleus ou verts, les cheveux blancs, pourquoi pas longs ou courts, ça changera pas grand-chose. Donc ça, c'est pas très grave. On regarde, mais c'est la vérité vraie. L'image avant. Alors, celle-là, effectivement, il y a le petit jeu raciste, il faut qu'il soit blanc avec des yeux bleus, parce qu'à idéaliser et à raciser quelqu'un, si on est à l'extrême droite, autant le présenter de cette manière-là. Bon, ça c'est le jeu. Mais par contre, même si on est d'extrême droite et qu'on le dessine blanc et bleu, on se doit d'avoir lu des livres, et à ce moment-là, ne pas lui remettre un poignard de l'âge du bronze, et ne pas le déguiser dans quelqu'un qui a 2000 ans de plus, quoi. Je veux dire, on a le droit aujourd'hui... pourquoi pas de diffuser tel ou tel personnage, mais l'habiller avec 2000 ans de retard alors qu'on a des éléments, ça, c'est pas sérieux. Image avant, bon, ça elle est pas mal, moi je trouve. Lui, Emmanuel nous en parlera tout à l'heure, là, c'est la même chose, à diffuser une image. Et on le voit aujourd'hui dans votre petite icône sur Facebook ou sur X, vous prenez pas la plus mauvaise image de vous. Donc, que les Gaulois et qu'un chef gaulois se soient imaginés, soit avec le profil d'Apollon, soit avec le profil de Philippe II de Macédoine, pour de toute façon, non pas qu'on le reconnaisse, on n'est pas dans l'arrestation du roi à Varennes, on est dans la diffusion d'une image. Donc on diffuse une image de soi plutôt propre et plutôt chic, quand on peut le faire, c'est pas mon cas, à ce moment-là on le fait. Donc ça, moi je lui en veux pas à Vercingétorix, et pourquoi pas, c'est pas comme ça qu'il était, mais on s'en fout, mais c'est comme ça qu'il voulait être représenté. Comme un personnage, et ça c'est un peu plus troublant, comme un personnage méditerranéen, grec, pardon, encore mieux, grec, voilà, ou Philippe II ou Apollon, et ça c'est comme ça qu'il voulait qu'on l'imagine. Et il ne devait pas donc totalement ressembler à son voisin. Et de fait, quand tout à l'heure on avait la discussion entre Francs et Gaulois, c'est-à-dire que l'aristocrate gaulois ne voulait pas ressembler probablement à son voisin, aristocrate gaulois, il voulait ressembler à quelque chose, et paradoxalement, à quelque chose qui venait du Sud et qui parfois l'inquiétait. C'est quand même assez étrange. Image, ensuite, on continue en stratigraphie. Donc ça, cette image, un des deux auteurs est là, je pourrais en dire que du bien, à part que du coup, en mettant du flou sur tout, c'est un peu gênant parce que le seul truc qu'on reste, parce qu'on a l'impression que c'est immuable, c'est le cheval. Et le cheval, il est comme dans le tableau de Royer. Et le tableau de Royer au 19e représente un percheron issu de la zootechnie anglo-saxonne du 19e. Le cheval gaulois, il était moins costaud, il était plus petit. Donc si on dit qu'on ne connaît pas les images du personnage, on pourrait dire aussi qu'on ne connaît pas le contour du cheval, parce que le cheval aussi a son histoire, même s'il n'est pas capable, lui, de la raconter. On continue en stratigraphie. On arrive dans cette image-là. Ça, c'est presque
même si l'usage du terme de roman national est postérieur à 1976, c'est sans doute cette bande dessinée Larousse qui a sans doute forgé le plus cette notion d'une histoire à partir des grands événements. Et donc, cette image, elle a beaucoup marqué parce qu'il y a sans doute plus de gens qui ont vu cette image que le tableau de Royer dans le musée de Saint-Étienne. Image un peu avant. Ça, cette image-là, quand même, moi, je le trouve, Uderzo et Goscinny, particulièrement doué. Le 23 octobre sortira le prochain album d'Astérix, Astérix en Lituanie. C'est le 41e. Ça, c'est la deuxième case du premier album d'Astérix en 1967, le chef Arverne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'appareil en stratigraphie, depuis, il y a eu 20 000 cases qui ont été dessinées et que vous avez sans doute lues. Ça, c'est la deuxième des 20 000. Et dès la deuxième, les deux auteurs règlent le jeu. Première case, il y a une image, on ne voit pas Astérix et Obélix. La deuxième, Astérix et Obélix n'apparaissent pas. Et il y a cette scène-là, c'est Vercingétorix qui humilie César. Et à partir du moment où cette scène est faite, on jette les armes sur les pieds de César. César est humilié, les Gaulois ont perdu, mais Astérix et Obélix, eux, peuvent rentrer en résistance. Et ils peuvent dérouler comme ça 41 albums sans souci. C'est pas des mesquins, c'est pas des peureux, c'est pas des perdants, c'est des résistants. Et de toute façon, César, il a gagné, mais il est humilié. C'est pas le premier album de la série. Hein. C'est le chef Arverne. Non, le premier album, c'est Astérix le Gaulois. Mais deuxième, là où ça marche aussi, c'est que dans le premier album de la série Astérix le Gaulois, la première image qu'on voit, ce sont les armées de César qui défilent sur la Gaule. Et dans les papiers qu'on a de Goscinny, les indications qu'il donne à Uderzo pour dessiner cette vignette, c'est « Regarde les armées allemandes qui défilent dans Paris en 40 ». Et on voit bien qu'en fait, ça a tout de suite été, c'est le mot que tu utilises, ça a tout de suite été en fait une affaire de résistance. Et le César qui est ici, c'est évidemment le Kaiser, et derrière, c'est évidemment l'Allemagne. Et pendant très très longtemps, les aventures d'Astérix, c'est une histoire de la mauvaise conscience de la collaboration. Merci beaucoup. Donc, tac. J'ai reçu une épée également sur le pied. Donc, c'est le deuxième album. Et image un peu avant, bon là c'est effectivement le manuel scolaire et puis on revient à ce tableau dans lequel tout est à peu prédit et à la limite il est plus près du texte historique parce que la notion d'arme au pied c'est pas sur les pieds d'Astérix mais bien la soumission en tant que telle de César. Dernier élément sur notre ami Vercingétorix. Dans le petit livre qu'a cité tout à l'heure Emmanuel à CNRS Éditions, j'ai tenté quelque chose en disant tiens, moi qui ne fais pas de déconstruction et qui ne suis pas provocateur, j'ai tenté une provocation en disant ça va être remarqué, puis ça n'a pas été remarqué. Du coup, je vais la souligner là. Je m'interroge de savoir si Vercingétorix était vraiment quelqu'un de dangereux pour César. Parce que quand on regarde dans la littérature ancienne, Vercingétorix apparaît chez 4 auteurs qui le citent. Alors, il a réellement existé. C'était vraiment un chef Arverne. Mais ensuite, celui qui le décrit le plus en lui mettant de la ruse, en lui mettant de la dangerosité, en disant que c'est quelqu'un qui peut comme ça perturber le dessin romain, c'est César. Et donc, je lance l'hypothèse de savoir si Vercingétorix n'a pas été inventé par César, non pas comme individu, mais comme ennemi numéro 1. Un petit peu comme ça nous arrive aussi parfois dans l'histoire de le faire. On nous désigne quelqu'un en première page de journal comme étant hyper dangereux, et à la base, c'est quelqu'un de pas très sympathique, comme Vercingétorix. Mais du coup, à la fin, celui qui l'attrape dans sa prison, c'est le grand victorieux. Et quelqu'un comme César, lui, il envoyait des rapports au Sénat pour avoir toujours pareil des hommes qu'il envoyait au front et pour avoir de l'argent. Et il devait intérêt de savoir qu'il ne se battait pas non pas contre des petits roitelets, mais contre des rois qui étaient puissants et contre des gens qui étaient dangereux. Parce qu'après, quand on fait le total, ma foi, Vercingétorix se fait avoir à Alésia en se faisant enfermer. Il n'arrive pas à fédérer les gens. Il y a des gens, la moitié des gens contre lui. Donc, ça n'en fait pas quand même le super chef qui était capable de surélever le pays. Bon, on sait toujours encore aujourd'hui que c'est difficile de trouver des super politiques. Mais quand même, là, Vercingétorix, il est armé. Et le seul qui le vante, le seul qui le met en avant, le seul qui en déroule un peu l'aventure, c'est César. Donc voilà.
sans provocation. Qui construit le face-à-face. Qui construit le face-à-face et qui le construit comme l'ennemi numéro 1. Voilà. Et que ça résume très bien. Merci beaucoup. Donc, du côté mérovingien, évidemment, c'est la figure de Clovis qui a beaucoup été étudiée et on a en tête les tableaux aussi. On les a pas proposés, mais on pourrait faire le même exercice en réalité sur la scène qui représente son baptême, avec plutôt une figure christique d'ailleurs de Clovis. Mais je voulais plutôt insister maintenant à propos de ces grandes figures emblématiques et côté France, si j'ose dire, sur les figures féminines, grandes absentes finalement de ces des épisodes qu'on vient de voir, par exemple, mais plus généralement de l'écriture de l'histoire, comme on sait. Et là, il me semble qu'il y a une singularité et une importance de ces figures féminines. Et donc là, on va pouvoir engager un dialogue à deux voix entre Sylvie et Caroline, avec justement les constructions autour de ces femmes barbares et de ces grandes figures dans l'historiographie, et puis finalement ce que nous en dit l'archéologie et ce que les assemblages, notamment dans certaines tombes, peuvent nous apprendre. Merci. Alors, je crois que c'est Sylvain qui va déshabiller Clovis tout à l'heure. C'est ce que je cherchais. Donc, effectivement, je lui laisse Clovis et on va en venir un peu aux femmes, alors dont on a trouvé des éléments de parure, notamment avec la reine Arégonde, dont tout est conservé au Musée d'Antiquités nationales à Saint-Germain-des-Prés. Mais il y a une image... En lait. Ah, pardon, Saint-Germain-des-Prés. Oui, excusez-moi. Non, mais à mon oral d'agrégation, j'ai parlé des mémoires d'une jeune fille en fleurs de Simone de Beauvoir. Donc, je vous prie de m'excuser, effectivement. Saint-Germain-en-Laye. Donc, ces femmes barbares, on laissait dans les récits de l'époque, et en particulier les chroniques de Grégoire de Tours, des descriptions tout à fait impressionnantes qui ont été prises un peu comme des anti-héroïnes lorsqu'on va arriver au 19e siècle, et notamment avec Augustin Thierry qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, et qui a fait une histoire qui est une histoire également illustrée par un grand artiste, Jean-Paul Laurens. Et donc ici, vous voyez celle dont il dit, ce sont les termes d'Augustin Thierry, qu'elle était l'idéal de la barbarie élémentaire, sans conscience du bien et du mal, qui est représentée par Jean-Paul Laurens en train d'écraser sa propre fille sous le couvercle du coffre de ses trésors, parce qu'elle est fille de roi, dit qu'elle vaut plus qu'elle, qui n'est qu'une simple servante, puisqu'effectivement, les rois des Francs pouvaient avoir des descendants qui descendaient tout à fait d'épouses qui n'avaient pas à être nobles elles-mêmes. Et même si là aussi la figure de Frédégonde est déjà construite à l'époque dans les textes, on a sans doute un personnage qui n'est pas du tout d'une origine haute, même si elle n'est pas forcément esclave ou servante, comme elle est décrite. À partir du XVIIIe siècle, c'est un personnage qui va être repris, alors qui apparaissait dans les récits de l'histoire de France, dans les grandes chroniques, et qui apparaît comme le modèle de la reine, justement, et de la reine qui va agir trop et qui a trop de trésors. Donc, c'est une image de Marie-Antoinette qui est, à l'époque, bien connue, Frédégonde, comme la mauvaise reine, et qui est récupérée donc, au XIXe siècle comme ces Francs qui sont des barbares, qui sont effectivement, comme on l'a dit, opposés aux bons Français, qui sont en fait les descendants des Gaulois. Et donc, pour Augustin Thierry, les rois mérovingiens, donc avec tous leurs noms, avec des cas partout, Chilpéric, etc., sont des personnages qui sont à l'opposé de la civilisation, qui sont la barbarie, et les femmes en particulier, on va les montrer pour le coup actives, violentes. Chez Grégoire de Tours, on peut essayer d'en faire une lecture, et il y a une historienne dans les années 1990 qui avait supposé que justement les femmes et les hommes, il n'y avait pas grande différence de genre chez les premiers Francs parce qu'on les voyait agir de façon violente, etc. Quand on regarde bien Grégoire de Tours, en fait, il instrumentalise là aussi, il crée son monstre pour avoir un personnage à opposer et à qui
faire porter la responsabilité de tous les princes qui sont mis à mort, parce que quand même c'est gênant de dire que c'est le roi qui a ordonné de faire tuer son fils, plusieurs de ses fils, et donc on a une construction à l'époque d'une anti-héroïne par Grégoire de Tours avec Frédégonde. Donc c'est un peu facile, si on veut, au XIXe siècle, quand on cherche le méchant barbare, d'aller chercher les femmes et d'aller chercher Frédégonde. Donc elle est présente dans les illustrations des récits des temps mérovingiens. Elle est présente aussi, on en a déjà vu des images dans la peinture d'histoire au XIXe siècle. Ici, vous voyez un tableau où on voit cette reine Frédégonde en train d'envoyer des meurtriers. On voit des poignards. Alors, il y a un nombre très grand de rois, de princes qu'elle aurait fait tuer, donc on ne sait pas trop duquel il peut s'agir, mais vous voyez ce geste qui est envoyé. Donc c'est un peu l'anti-héros franc et surtout l'anti-héroïne franque. En revanche, pour les Allemands, justement, dans cette idée d'une opposition à une civilisation romaine, il va y avoir l'élaboration de l'idée d'une civilisation germanique qui aurait été aussi noble au final à côté et qui aurait été en quelque sorte opposée à la civilisation romaine. Et on l'a vu, les Gaulois sont considérés largement comme des personnages tout à fait romanisés, on l'a vu notamment là chez ces historiens français. Et donc les Francs arrivent, seraient ceux qui arrivent avec l'idée de la propriété commune, effectivement, du roi qui est choisi par des personnages qui vont parler entre eux, de la féodalité, donc avec une nouvelle version de la propriété qui est vue comme un élément caractéristique de l'Europe par les Allemands, même si c'était un élément très rejeté par les Français, justement. Et vous avez l'idée aussi de la femme, qui aurait été une femme beaucoup plus libre, que la femme germanique aurait été une femme qui pouvait choisir son époux, voire une femme qui pouvait combattre. Et chez Michelet aussi, d'ailleurs, il y a cette idée qui revient aussi avec la mythologie germanique, les Valkyries. Je vous ai parmi les images, vous voyez au Panthéon, derrière Clovis qui va gagner à Tolbiac, vous avez les femmes, des poitraillés qui suivent le combat. Alors certes, qui ne sont pas quand même des personnages qui se battent, mais qui vont être sur les lieux des combats. Mais cette image de la femme et de la femme barbare combattante, alors mise en avant parfois, mais un peu quand même toujours par un anti-modèle, on va la retrouver dans la culture populaire. Là, vous avez une bande dessinée qui date des années 1990. Alors, il y avait eu l'idée, mais ça a eu moins de succès qu'Astérix, de refaire l'histoire des Francs et de réécrire Grégoire de Tours sous forme d'une série de bandes dessinées, les Sanguinaires. Et il n'y a eu que 2 volumes. Donc là, vous voyez le deuxième volume. Alors, il y avait pas mal d'éléments attractifs. Vous le voyez, notamment là, c'est Frédégonde. C'est Frédégonde, alors là, qui clairement pas comme on peut la retrouver ni dans les sources archéologiques, même si la question des femmes combattantes et des femmes qui ont des armes dans leur tombe, elles sont rares, mais c'est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène aujourd'hui. Mais clairement, Frédégonde, elle n'allait pas au combat, elle n'aurait même pas eu le droit de donner un avis fort ou de porter un insigne de combat. Grégoire de Tours dit bien que les grands des Francs, une fois, Brunehaut, qui est une autre reine de la même époque, apparaît comme ça et on lui dit mais c'est pas possible, tu peux pas faire quelque chose comme ça. Mais là il y a ce parti pris et cette idée vraiment du personnage effectivement germanique qui est lié au passé païen. Et il y a cette idée. Alors c'est un personnage aussi très maltraité dans la bande dessinée. Elle est violée par le roi Clotaire Ier, qui dit que lorsqu'il a eu un contact avec elle, il a vu le grand serpent ancestral des Germains apparaître. Donc il y a vraiment cette idée qui s'est construite de la femme barbare, libre, voire guerrière, comme une espèce de, comme je disais encore, de monstre, d'anti-modèle qui ne correspond pas à effectivement la civilisation, même si la femme libre, c'est quelque chose qui était présenté comme un élément positif chez les historiens allemands du XIXe siècle. C'était une liberté qui était quand même relative. Donc une opposition entre, donc là vous avez Frédégonde à droite, c'est la barbare, et puis l'idée de la romaine de l'autre côté, justement, Brunehaut, qui est de l'autre côté. Et des éléments de plus en plus qui vont, de fait, dans ce qu'on trouve dans les sources, dans quelque chose d'assez binaire, homme-femme, avec les armes. À partir du 7e siècle, j'ai dit changement dans les élites, qui sont beaucoup plus liés à une affirmation d'une masculinité contre une féminité. Ça, on le trouve notamment dans
dans l'archéologie. Et effectivement, donc tu as mentionné Brunehaut et ces oppositions entre des figures qui sont à la fois des anti-modèles et donc des constructions qui sont tout aussi stéréotypées, évidemment, que leur pendant masculin, on l'imagine, mais pour lesquelles, effectivement, on a une très grande variété, une grande palette de sources. Et pour le coup, là, nous avons la possibilité aussi de confronter à ces images des réalités archéologiques qui apportent effectivement parfois aussi sur certains points d'ailleurs des confirmations, parce qu'on ne peut pas toujours l'archéologie n'est pas toujours là pour déconstruire en définitive les présupposés ou les images d'Épinal, mais parfois aussi pour certains aspects et Caroline va nous le dire, peut-être aussi certes les faire parler autrement, mais en tout cas aller dans certains de ces directions-là. Alors, c'est vrai que finalement, dans Augustin Thierry, pour revenir sur cet auteur, on a une image assez négative de Frédégonde qui finalement, à terme, permet de voir Brunehaut de façon un peu plus positive, alors qu'en fait, ce sont vraiment des portraits de femmes présentées comme extrêmement cruelles. Mais on a en fait finalement dans Augustin Thierry et puis de façon globale une ambivalence du regard. On a à la fois en fait ces femmes cruelles, avides de pouvoir, qui font tout pour le conserver, et en même temps la sainte. Je vous ai mis en fait là deux exemples, Radegonde et Clotilde. Donc Radegonde là, qui est représentée encore une fois par Laurens, donc qui se dépouille devant l'autel de façon à entrer, à mener une vie de recluse, qui s'oppose complètement comme personnage à Frédégonde, qu'on voit décider seule et fomentant sans doute un mauvais coup. Et on voit en fait à côté de Radegonde une statue qui est dans le jardin du Luxembourg de Jean-Baptiste Jules Klagmann, qui a été placée en fait dans ce jardin au milieu du 19e siècle et qui présente Clotilde. Alors Clotilde, c'est un personnage aussi qui apparaît, une personne qui apparaît très très souvent, parce que c'est elle qui aurait, dit-on, poussé Clovis à se convertir au christianisme. Donc ça, c'est vraiment un moment important chez les Francs, donc qui deviennent les Mérovingiens. Et ce personnage féminin a donc toute son importance. Augustin Thierry et d'autres, en fait, se sont beaucoup inspirés de sources, et notamment de Grégoire de Tours, donc effectivement, qui a une vision assez négative. Et bon, il écrit évidemment dans l'idée de critiquer les tenants du pouvoir. Aujourd'hui, en fait, on a une vision autre, finalement, de ces figures féminines. Parce que déjà, on mêle les différents types de sources, donc on ne s'en tient pas à une seule. Et on déconstruit aussi le regard de ces sources, souvent masculines. Et ça, en fait, depuis, évidemment, les études sur les femmes qui se sont multipliées depuis les années 70, donc avec notamment les ouvrages d'histoire des femmes en Occident de Duby et Perrault. Et c'est une approche de l'histoire des femmes qui a eu ses répercussions en archéologie, donc avec l'ouvrage assez récent de Isabelle Algrin et Laura Marie, donc qui réfléchissent justement sur l'archéologie du genre. Alors c'est évidemment c'est ce mouvement, cette dynamique, cette nouvelle recherche produit des ouvrages de collègues comme Dumézil et comme Sylvie qui s'intéressent à ces questions. Et puis aussi des thèses. Mais c'est vrai que c'est une approche finalement qui est assez récente. Ça, Sylvie peut-être en reparlera. Finalement, c'est une dynamique, les gender studies, c'est une dynamique qui apparaît dans les années 70. Mais pour ce qui concerne les Franques, les Mérovingiennes, c'est plutôt les années 90-2000, voire un peu plus récent, puisque on a en fait des études, et notamment des études archéologiques qui sont vraiment très récentes. En
peu récente pour l'archéologie. Ouais, voilà, donc c'est généralement les années 2020 et voire même là, c'est de 2-3 ans, puisqu'on va voir 2 exemples en fait très, très précis. Finalement, cette fameuse tombe d'Arégonde, donc qui a été trouvée dans la basilique Saint-Denis et qui est exposée donc au musée de Saint-Germain-en-Laye. C'est un sarcophage, en fait, le sarcophage 49, qui a été trouvé donc sous Saint-Denis, qui contenait en fait la dépouille, une dépouille féminine avec différents objets. Une bague, des fibules, différents éléments de parure, et puis qui a été retrouvé avec une partie donc, de ses vêtements, donc, que les textiles avaient été conservés. Et cette découverte a été faite dans les années 1959 par Michel Fleury, et d'ailleurs qui a proposé une reconstitution, là que vous voyez en haut une dame en rouge avec un voile blanc, et cette tombe en fait a été complètement réétudiée par Patrick Perrin, qui a proposé en fait une autre façon en fait de se vêtir, que vous voyez donc juste sous la dame en rouge et voile blanc. Donc lui en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il a relu donc le vêtement. Donc déjà, il voit en fait que c'est un vêtement qui est teinté de pourpre et non de garance. Donc déjà, voilà, une technicité autre que celle qui avait été proposée dans les années 50. Perrin en fait réétudie cette tombe dans les années 90, et très récemment en fait, il a réalisé une étude en fait des dents qui a permis de donner un autre âge que celui qui avait été donné à cette dame. Donc, ce qui est intéressant, si je résume un tout petit peu ce que Fleury a vu, c'est d'une part en fait qu'il voit d'autres types de vêtements, d'autres types de technicité, des bijoux finalement qui lui semblent plutôt usés. Et puis, il réévalue évidemment les échanges pour montrer en fait que cette dame de l'élite bénéficiait en fait d'un commerce qui était largement plus étendu que ce que l'on imaginait. Et puis, ce qu'il voit aussi, c'est que finalement les bijoux et tout ce qu'elle porte sont assez usés. Donc, il réfléchit aussi à la pratique et aux pratiques funéraires. Et donc, dans ces pratiques funéraires, finalement, maintenant, on les voit autrement. C'est-à-dire qu'on réfléchit à la perception donc de celui qui est inhumé, à la perception au regard en fait de celui qui inhume. Et donc voilà, on a une autre façon d'approcher les choses. Et donc là, en l'occurrence, ce qu'il voit, c'est que c'est sans doute elle qui a préparé son propre enterrement. Puisqu'elle choisit sans doute les objets qui lui sont favoris. Et dans sa réétude, il voit en fait aussi, autre fait intéressant, que finalement, elle meurt plus tard que ce que l'on imagine, avec des répercussions évidemment historiques sur la naissance de ses enfants, et aussi il observe un état sanitaire qui est bien plus dégradé que ce qu'on en imagine. Alors, l'identité même de la personne, elle est donnée par cette bague que vous voyez, où est inscrit le nom d'Arégonde. Et donc, on a à la fois une identité et la façon en fait, dont cette reine souhaitait se présenter. Alors, l'autre exemple que je voulais développer devant vous, c'est le cimetière de Romilly-sur-Andelle. Alors là, c'est aussi une étude extrêmement récente. Donc, on est en Normandie. C'est une fouille qui a eu lieu dans les années 2000, 2006, 2007, avec une étude archéologique, anthropologique au long cours, puisque les résultats ont été publiés très récemment, donc en 2023. Et finalement, cette étude est passionnante parce que sur un ensemble en fait, de près de 700 tombes, les fouilleurs ont remarqué qu'il y avait des tombes de femmes qui contenaient des armes, et des armes typiques des Francs, donc l'épée, le scramasax et d'autres éléments qui les caractérisent. Et donc ça a permis en fait finalement de mener toute une réflexion
sur la présence d'objets qui caractériseraient le masculin et le féminin. Donc c'est voilà, en poussant au bout ces réflexions, ça me paraît en fait voilà, intéressant de reprendre un peu, de déconstruire en fait un discours scientifique pour proposer finalement des éléments qui peuvent être très moteurs et très voilà, très créatifs. Alors ce cimetière en fait est particulier aussi puisque ce sont des tombes qui s'articulent, enfin qui tiennent compte en fait d'un édifice, donc un édifice sans doute ancien. Alors donc les tombes s'accumulent évidemment autour et de fait c'est pour cela que l'on peut parler de cimetière et non de nécropole, parce qu'il y a la présence d'un édifice de culte. C'est un édifice de culte bon, qui évolue dans le temps, là je ne vais pas le commenter. Mais ce qui est intéressant, donc, ça laisse à penser qu'on est dans le cadre d'un domaine où a été construit donc un édifice, sans doute par une famille, et donc ensuite des tombes se sont accumulées, et puis l'édifice devenant plus important et étant transformé en prieuré, donc il a sans doute attiré davantage. Alors c'est un édifice qui est construit donc par une famille. Alors évidemment on ne connaît pas, hélas, le nom de ces constructeurs, mais il est parfois intéressant évidemment de connaître ce nom parce que c'est parfois les femmes qui sont aussi à l'origine de ces paysages, de la construction de paysages monumentaux qui sont censés être des marqueurs de mémoire. Et en l'occurrence, une bonne partie des femmes mérovingiennes, et là, que ce soit Clotilde, Brunehilde et d'autres, ont contribué donc à formater ce paysage. Et donc là, voilà, je vous ai mis un exemple de Chelles. Alors Chelles, c'est une abbaye qui a disparu, mais qui a été fondée par Clotilde dans les années 538, sans doute aussi reprise par Bathilde, et qui montre bien cette construction, cette volonté en fait de marquer, de matérialiser en fait le christianisme dans le paysage monumental, que ce soit rural ou urbain. C'est un moment en fait où le christianisme finalement s'est bien installé, mais là devient vraiment un signe qui fédère une dynastie. Donc c'est voilà, c'est une dynamique de construction qui de toute façon qui répond tout à fait aux dynamiques de construction des Romaines, les Romaines évergètes, donc qui font construire. Il y en a comme Mélanie par exemple, mais ça rentre aussi dans une politique générale de construction des Mérovingiens. Les femmes ne sont pas les seules à construire. Les hommes aussi, et participent bien souvent, ne serait-ce par exemple que dans la basilique des Saints Apôtres ou Pierre, donc l'actuelle basilique Sainte-Geneviève à Paris. Donc on voit aussi qu'il y a une participation masculine, bien évidemment. Donc avec évidemment dans l'idée de placer certaines tombes dans certaines basiliques pour garder la mémoire de cette dynastie. Et donc avec évidemment un transfert de Sainte-Geneviève à Saint-Denis pour montrer en fait pour montrer la continuité dynastique voilà, bon bref. Donc voilà, donc en fait une activité évergète qui est tout à fait dans une dynamique connue. Alors évidemment, bon, là on a parlé des femmes, mais l'idée, c'est pas évidemment de reconstituer, de réhabiliter. C'est peut-être un peu de réhabiliter figures féminines, mais pas de leur donner une place, qui très très grande. L'idée, c'est finalement de présenter des dynamiques de recherche actuelles. Et je vous renvoie en fait à l'atlas qui a été publié par l'INRAP et qui donne en fait ces nouvelles orientations, à la fois pour l'étude des tombes, mais aussi du monde rural et urbain.
Merci beaucoup. Et donc, le temps court, hein, nous arrivons au terme de notre parcours. Mais en guise d'épilogue, je voulais redonner brièvement la parole à Sylvain pour qu'il nous présente la manière dont on peut finalement donner, et ça sera notre conclusion, dont on peut donner à lire à un large public ces acquis, ces nouvelles approches et nouveaux regards, et notamment à travers la bande dessinée. Et oui, parce qu'un des problèmes que vous aurez repéré, c'est que ces temps anciens nous ont laissé très peu d'images, et que surtout les temps contemporains, et en particulier le 19e siècle, a saturé d'images les temps anciens, à tel point qu'il est très difficile notamment de se représenter les Mérovingiens autrement que par les yeux des peintres du 19e siècle. Ici, vous avez le célèbre tableau de couture, les Romains de la décadence, qui date de 1846. Dans la bande dessinée, Bruno Dumézil, donc, qui aurait très bien pu être à cette table, spécialiste des Mérovingiens, avait décidé que les petits personnages allaient rentrer dans le tableau de couture et ensuite opérer un partage entre les éléments qui nous viennent de la peinture du 19e siècle, qui étaient représentés à l'aquarelle, et les éléments qui ne nous viennent pas de la peinture du 19e siècle, qui sont très minoritaires et qui étaient représentés à la palette graphique. Ce qui permet de faire se croiser un moment dans la bande dessinée Clovis et son père, dont le nom m'échappe là, Childéric. Et son père dit « Alors là, mon grand, ça ne va pas du tout. Les Francs n'ont jamais eu de casque à aile, ce que je vous disais tout à l'heure. » Et Clovis répond « Dommage, j'aimais bien. Et puis l'armure, c'est au mieux une cuirasse avec des écailles de fer. Ah, et puis ta hache, elle a un seul tranchant. La francisque, c'est une arme de jet. Et la barbe, dit Clovis, je peux la garder? Non, on n'est pas vraiment sûr que tu en avais une, moi j'en avais pas. Les cheveux, dit Clovis, on nous appelait tout de même les rois chevelus. Et son père dit, tu peux garder les cheveux longs, mais tu te coiffes parce qu'on trouve plein de peignes dans nos tombes, tiens. Et ça permet, même avant d'avoir lu le dialogue, juste en voyant les images et en comprenant le principe graphique de l'opposition entre l'aquarelle et la palette graphique, de voir ce que, d'une part, nos représentations doivent à la peinture du 19e siècle, qui est à l'aquarelle, et ce qu'on doit à la recherche historique, c'est-à-dire principalement l'archéologie. Et c'est pour cette raison que le père de Clovis apparaît comme un squelette et qui parle de ce qu'on trouve dans les tombes. Merci beaucoup. Effectivement, vous voyez, on a fait un cercle complet puisqu'on est parti des stéréotypes, des sources anciennes. On est passé par les nouveaux regards et les témoignages de l'archéologie. Puis on en revient finalement à des supports de diffusion plus grand public, mais qui prennent en compte finalement ces nouveaux acquis et ces nouvelles recherches. Merci beaucoup pour votre attention. Nous devons malheureusement laisser la salle pour la prochaine conférence et nous avons commencé en retard. Merci.